Bonjour. Bonjour. Merci de nous donner un petit peu de temps. Aujourd'hui, dans le cadre du Business Summit, on parle un petit peu des tendances qu'on pourrait trouver au Japon et qui pourraient se voir plus tard dans les pays occidentaux. Justement, sur une des tendances qu'on a moins au Japon, c'est la hausse des prix, c'est-à-dire que l'inflation est à peine à 3% quand elle est beaucoup plus élevée dans le reste des pays développés. Est-ce qu'il y a une évolution ou non des consommateurs japonais qui commencent à voir ce discours un peu inquiétant sur la hausse des prix, certains biens à consommation, la hausse du prix de l'essence, la hausse du prix de l'électricité? Est-ce qu'on voit des tendances se dessiner ou est-ce qu'elles existent depuis longtemps dans le pays? Alors, le consommateur japonais est depuis tout le temps extrêmement sensible au prix, sensible aux promotions, sensible aux coupons, sensible à toutes ces actions qui peuvent influer sur le prix. Je rappelle qu'on arrive au début de l'année, bientôt de l'année prochaine, et qu'il y a une tradition japonaise qui s'appelle le Lucky Bag, le Fukubukuro, qui est la pochette surprise du Nouvel An, où on peut trouver des produits à extrêmement bon marché en surprise. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de marques qui avaient étudié l'impact d'un discount, d'un rabais de 5% à travers plusieurs pays. Je parle d'une grande enseigne de mode et qui avait étudié cet impact. Et le Japon était le pays avec la plus grosse élasticité sur un rabais de 5%. Donc les consommateurs japonais sont très sensibles au prix. La consommatrice japonaise ou la mère de famille japonaise est extrêmement sensible au prix et va faire très attention. D'où tous les programmes de fidélisation, d'où tous les programmes de points, d'où tous les programmes de couponing qu'on peut trouver au Japon. Alors, cela étant, sur les évolutions, donc ça existe depuis tout le temps. Sur les évolutions récentes, le premier facteur qu'on peut noter, c'est celui de la crise du coronavirus, du Covid. La crise du coronavirus a changé, comme au Japon on dit coronavirus plutôt que Covid, a changé un certain nombre d'habitudes de consommation, notamment vis-à-vis des achats en ligne. Il y a une énorme augmentation des achats en ligne pour tout ce qui est biens de grande consommation. Pour tout ce qui est biens je dirais plutôt de loisirs ou qu'on pourrait dire de superflu, style l'habillement, donc mode, produits de maquillage et autres produits de grande consommation plus, je dirais, moins nécessaires. On a eu deux phases. D'abord une phase de baisse de la consommation drastique en 2020. Puis, même en ligne. Brick and mortar. Même en ligne. La consommation générale a baissé et la part, alors à l'intérieur de cette consommation qui baissait, évidemment la part du digital a augmenté, mais elle a plus augmenté par une réaction des marques, des fabricants qui voulaient mettre leurs produits en ligne que par un désir des consommateurs. Mais il se trouve que le Japon est déjà un pays très digital en termes de consommation e-commerce. C'est le deuxième pays pour Amazon au monde. Rakuten est énorme. Donc le Japon n'est pas du tout en retard en termes de consommation digitale. Donc pour revenir, la crise du Covid a fait baisser la consommation sur les biens non essentiels dramatiquement la première année. La deuxième année, il y a eu une petite récupération de la demande, mais il y avait des problèmes de supply chain, donc des problèmes d'offres. Et donc on se trouve maintenant à une récupération des niveaux de consommation de 2019 que maintenant, fin 2022. Donc ça sur des produits généraux. Il y a quelques exceptions à ça, notamment il y a le luxe qui a grandi énormément grâce à deux facteurs. Premier facteur, des hausses de prix constantes. Et deuxièmement, le fait que les Japonais ne pouvant pas voyager décidaient de consommer ici sur place. Alors, on va voir ce qui va se passer. Alors maintenant, il y a un troisième facteur qui vient d'intervenir, c'est le yen faible qui booste la consommation locale, puisque les prix japonais, pour la première fois depuis peut-être 50 ans, ne sont plus les prix les plus chers au monde, mais deviennent des prix, pas forcément bon marché, mais au niveau du marché. Ce qui va avoir un effet pour les marques, c'est que ça va supprimer
ce qu'on appelle l'import parallèle, qui a toujours été un sujet très important pour les marques au Japon. Alors ensuite, la deuxième question était sur l'inflation. Très honnêtement, de mon expérience propre, hormis les produits de luxe dont les prix augmentent, mais c'est des choix des marques, on n'observe pas encore de choc d'inflation au Japon. Il y a eu les 2 chocs d'inflation qui ont été ressentis par les consommateurs et qui étaient anticipés, ont été les chocs de changement de la TVA, enfin de changement de la taxe, de la sales tax, quand c'est passé de 5 à 8, puis de 8 à 10. Donc ça avait créé des pics de consommation. Depuis, on ne voit pas ces pics de consommation. En revanche, dans les habitudes de consommation, quand il y a 5 ou 10 ans, une consommatrice, je parle de consommatrice parce qu'il s'agit surtout de femmes, était prête à acheter beaucoup de produits si c'était soldé à moins 70, moins 80%. Maintenant, on ne voit plus du tout cet effet ce désir d'effet d'aubaine. Elle préfère ne pas acheter et se concentrer sur quelque chose de choisi, acheter moins de choses, mais avec pas forcément une tension sur le prix. Dans cette tendance qu'on peut voir sur le marché japonais, il y a de moins en moins d'enfants, il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui disent qu'ils veulent finalement pas forcément construire de foyer, pas forcément se marier, pas avoir d'enfants. Est-ce que ça donne naissance à une nouvelle forme de consommation égoïste pour moi? C'est-à-dire que mon budget, mon salaire, parce que tout le monde a un emploi, on va se faire plus plaisir sur le long terme et que ça va créer une économie quelque part de la solitude, mais pas forcément négativement. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une tendance qu'on retrouverait ailleurs dans des pays d'Asie du Nord-Est, je pense à Taïwan, Corée du Sud ou même Chine, et peut-être même en Europe, dans des pays comme l'Allemagne où on a ce même phénomène de chute des naissances et de plus en plus de foyers qui sont constitués par un seul adulte. Est-ce qu'on commence à le voir? Est-ce que c'est une tendance qui se dessine et qui sera globale? Alors, pour moi, c'est un avis personnel. Je pense que le 21e siècle va être marqué par cette civilisation de la solitude. Le Japon est un peu en précurseur. Je ne pense pas que ce soit une solitude choisie. Dans le cas du Japon, tout ce qu'on voit, tous les rapports, je gère un site e-commerce sur lequel on a des opinions, des gens qui écrivent ce qu'ils pensent tous les jours, donc on lit beaucoup de choses. Cette solitude n'est pas véritablement choisie, elle est peut-être acceptée, elle est plus subie et acceptée, subie d'une manière en essayant de la rendre la moins désagréable possible, mais je ne pense pas que ça vienne d'un désir profond. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai que quand on se trouve dans des villes comme Tokyo, avec des pourcentages de population de gens qui vivent seuls, qui sont plus que double digit, enfin, qui sont des proportions importantes, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais des proportions importantes, on voit des habitudes de consommation qui changent. Ça se voit dans l'explosion des plats préparés dans les combini, par exemple. Ça se voit dans la consommation d'alcool. Ça se voit dans la baisse de consommation, par exemple, sur les vêtements, mais dans la hausse de consommation sur les biens et services auprès d'un coiffeur, d'un salon pour les ongles, de tout ce qui demande, ce qui permet de proposer une interaction sociale, j'allais dire tarifée, mais sous prétexte d'autre chose. De la même manière qu'on voit une augmentation de la consommation dans les restaurants, où ces gens qui vivent seuls se disent quand même, une fois par semaine, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller au restaurant, j'ai besoin d'avoir une vie sociale. D'avoir une vie sociale et de rencontrer du monde. Et ces mêmes personnes, si elles étaient sans doute mariées en famille, n'iraient pas au restaurant. Ils iraient peut-être une fois par mois, ils n'iraient pas toutes les semaines. Donc on voit ce désir aussi d'aller dans les nail salons, par exemple, où les ongles ne sont qu'un prétexte pour avoir une conversation avec quelqu'un. Pour échanger. Oui. De la même manière avec les salons de coiffure. Et puis dans les consommations pour soi, effectivement, de temps en temps, le désir de se faire plaisir à soi. Ce qui veut dire acheter moins de choses, mais acheter des choses mieux choisies. Ce qui est je dirais, le ferment d'une bonne industrie pour le luxe, par exemple. Armel Kayer, merci. Je vous en prie, merci.